C'est sur le campus de Beaulieu, à l'Université de Rennes, qu'a eu lieu la première étape des matinées de l'intégration 2025. Organisé par Smart Intégration Mag, cet événement réunit experts et professionnels autour des innovations connectées du bâtiment. À Rennes, cette première rencontre a mis l'accent sur deux grands enjeux: le maintien à domicile et l'évolution des structures d'accueil, mais aussi la formation des intégrateurs face aux mutations technologiques. Parmi les temps forts, un focus sur KNX Next Gen, un cursus conçu pour les collèges, lycées, universités et centres de formation afin de familiariser les futurs professionnels avec le protocole KNX. Nous sommes, au nom du magazine, très heureux d'être aujourd'hui dans ce campus universitaire de Rennes, dont vous avez pu, pour ceux qui sont venus en métro, apprécier la vastitude. C'est immense. Et donc, vous allez pouvoir assister ce matin à une rencontre professionnelle entre différents acteurs des métiers que nous représentons, c'est-à-dire le magazine Smart Intégration, que vous avez sur la table à côté, là, vous pourrez en prendre, c'est gratuit. Et vous découvrirez ce magazine pour ceux qui sont étudiants, ceux qui sont professionnels ici dans la salle. J'espère que vous êtes tous abonnés. Oui. Bon. Merci. Et donc ce magazine, eh bien, il parle de ce que vous faites, de vos métiers, de l'intégration, que ce soit dans le domaine de l'audio-vidéo, que ce soit dans le domaine du smart home ou du smart building, de la domotique, que ce soit dans le domaine de la vidéoprotection, de la vidéosurveillance, ou de l'antenne, ou encore d'autres métiers qui sont connexes à cette profession, qui est quand même assez multiple, il faut dire. Et donc, notre magazine, eh bien, quand on est dans la salle de rédaction ou quand on est sur le terrain chez des fabricants ou parfois sur des salons, on n'a pas vraiment le dialogue avec ni les gens qui forment à ces métiers, ni avec les gens qui installent les solutions qui sont fabriquées par les industriels. Et c'est pour ça que nous avons décidé de créer ces matinées de l'intégration dans différentes villes de France à la rencontre de nos lecteurs. Et nos lecteurs, ben, ce sont les gens qui sont dans la salle, c'est-à-dire aussi bien ceux qui forment, les enseignants, les étudiants, mais aussi, bien sûr, les professionnels qui installent ces solutions, les intégrateurs, comme on les appelle, et puis aussi les fabricants. Donc certains sont présents ici, certains sont partenaires, certains ne le sont pas encore, mais j'espère vont le devenir bientôt. Donc nous avons ici un échantillon de notre profession, et ce qui va être dit ce matin est animé de main de maître par Antoine Debienne, ici présent, que je vous présente tout de suite. Antoine Debienne, c'est un phénomène, car cet homme-là, il est capable d'être à Mulhouse hier après-midi à 17 h et d'être ce matin ici. Donc il est jeune, il faut dire, ça s'explique, mais quand même c'est un phénomène, mais pas que pour ça. C'est quelqu'un qui est un grand spécialiste de nos métiers, hein, notamment de tout ce qui est parent faible et de la domotique et des réseaux et KNX en particulier, mais pas que. Et puis aussi c'est un enseignant. Il donne des cours dans différents lieux d'éducation dans nos métiers. Et puis aussi, c'est un intégrateur. Ça a été, oui. Oui, accessoirement, c'est quand même ton métier de base. Ça a été, ouais. Et oui, voilà. Donc, si vous voulez, il a multicasquette et c'est ce qui fait l'intérêt. Et puis aussi, bah, c'est un brillant animateur de table ronde. Vous allez pouvoir le constater tout à l'heure. Donc, je l'aurais présenté, lui, c'est fait. Bon, alors nous allons maintenant accueillir l'université, en fait, qui nous accueille. Donc, bienvenue chez vous. Donc, Ghislain Nouvel, qui lui va nous présenter un petit peu où nous sommes. Et ravi d'être partenaire avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir. Donc bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore vus.
effectivement, comme tu l'as dit, on est ravis et vraiment très heureux de vous recevoir à l'université. C'était une belle occasion, en fait, étant donné que ça se passait à Rennes, de profiter d'être ici, de vous présenter aussi le fait qu'on a nos formations. Je vais vous présenter très très vite, je ne vais pas vous saouler, 5 minutes. J'avais quand même envie de vous présenter donc, quelques chiffres clés pour ceux qui ne connaissent pas l'université de Rennes. 35 000 étudiants, à 1 ou 2 près, on ne sait pas trop. 4500 personnels, 35 unités de recherche, donc c'est ce qu'on appelle les labos, donc il y en a dans tous les domaines, dans énormément de domaines. Sur 9 campus, alors ça c'est intéressant, ici vous êtes sur le campus de Beaulieu, mais il y a plusieurs campus sur Rennes, il y a aussi les campus à Lorient, à Saint-Malo, à Saint-Brieuc, j'en oublie, donc ça c'est intéressant. Et puis une info qui n'est pas souvent ajoutée, mais qui nous intéresse, c'était le nombre de mètres carrés de bâtiments, c'est 350 000 mètres carrés de bâtiments à gérer. Quelque part, c'est un vrai terrain de jeu pour nous et nos étudiants. Alors ça dépend des années, il y a des années où il y a plus ou moins d'interaction avec les bâtiments de l'université, mais c'est souvent en fait des projets d'études. Il y a quelques étudiants qui sont ici qui peuvent en parler. Donc ça c'est pour l'université. Et puis au sein de l'université, bienvenue à l'ISTIC. L'ISTIC c'est l'unité de formation en informatique. En fait ce bâtiment là, que vous voyez ici, c'est globalement le bâtiment de l'ISTIC. Une unité de formation en électronique, en informatique, avec des parcours, donc des spécialités comme les nôtres, je vais en parler après. Ça va de la licence au doctorat. Alors vous voyez, en nombre d'étudiants, plus de 1700 étudiants, juste sur l'ISTIC, hein, donc pas cette fois sur l'ensemble de l'université. Et 280 intervenants. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 120 intervenants professionnels. Donc je tenais à le montrer aussi pour montrer que c'est très important, en fait, les retours des professionnels dans nos formations. Il y a la formation théorique, fondamentale, qui est faite par les enseignants-chercheurs, et il y a aussi les professionnels, comme vous, qui peuvent intervenir. Il y en a ici qui interviennent auprès de nos étudiants. Donc merci encore à vous. Juste les formations donc, qui nous concernent. Alors moi, cette année, je suis le responsable de la formation licence pro, ce qu'on appelle la licence pro domotique, services et produits pour l'habitat. Elle n'est pas récente, elle a été créée en 2009, donc ça fait quand même déjà quelques années, ce qui représente globalement plus de 350 étudiants qui sont passés par nos formations, par cette licence pro, qui forment des intégrateurs, les futurs intégrateurs, en GTB, en domotique résidentielle, en audiovisuel, maintien à domicile, en gros tous les domaines qu'on va aborder ici. Donc c'est une formation en alternance, 3 fois 5 semaines, et donc ça c'est intéressant aussi que les professionnels le sachent pour ne pas hésiter à recruter des étudiants en alternance. Et puis en Bac plus 5, on a un Master 2, donc DBCI il s'appelait DRI avant. Ce format-là a été créé en 2004, mais en fait c'est issu de DU et de DESS. Je suis remonté, alors je ne sais pas pour ceux qui connaissent Patrice Barbel, qui est quand même celui qui a porté ces formations depuis le début. Eh bien, il m'a redonné les dates là, récemment. Donc, depuis 1988, en fait, à l'université de Rennes, on s'intéresse à ces sujets. Et ça a évolué en DU, en DESS. Bon, les sujets, c'est GTB globalement au départ. Et puis, il y a eu des périodes maintien à domicile. C'est pour ça que c'était intéressant aussi de voir ce sujet aujourd'hui. Même si on sait que ça évolue plus ou moins, il y a aussi des notions d'énergie qui prennent de la place. Mais il y a eu des années où il y a eu vraiment beaucoup de sujets sur le maintien à domicile. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je ne voulais pas vous saouler, mais ça vous fait un état des lieux de ce qu'on fait ici. Si vous voulez plus d'informations, vous avez un site internet domotique ISTIC Université de Rennes, et là vous allez trouver toutes les informations qui pourront vous aider à mieux comprendre ce qu'on fait et à nous recontacter si des fois vous avez besoin. Voilà. Merci Ghislain. Alors, juste un petit rappel, hein, vous rappelez que nous avons une équipe de tournage à chaque matinée de l'intégration. Ça veut dire que tout est filmé et que les tables rondes et les coups de cœur seront ensuite rediffusés en replay sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, Smart Intégration Mag sur YouTube. Vous likez, comme ça vous serez tenu au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît. Et c'est donc un moyen aussi de transmettre à d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui ce que nous avons échangé.
Donc nous sommes allés l'année dernière déjà dans plusieurs villes, à Strasbourg, nous sommes allés à Nice, nous sommes allés à Nantes, voilà. Et là, cette année, on commence avec Rennes, à l'université de Rennes, donc c'est vraiment une première pour le magazine de faire ce genre de choses. Et on en est très, très heureux. Donc nous avons particulièrement choisi deux thématiques principales pour cette matinée. D'une part, la formation sera en deuxième, et en premier, la première table ronde sera sur donc, la technologie et la dépendance, puisque nous allons parler du maintien à domicile, de l'assistance aux personnes en situation de handicap, qui sont peut-être des ouvertures pour les intégrateurs de nouveaux débouchés au service des autres. Donc je trouve que c'est beau quand on exerce un métier qui en plus rend service aux gens. Notre partenaire Crestron, que je tiens à mettre en avant, qui est présent ici et qui nous fait confiance depuis l'année dernière, s'est particulièrement investi dans ce domaine avec l'association ARSLA, qui sera représentée par Laurence, ici présente, et qui sera notre coup de cœur juste après la table ronde. Donc on commence par la première table ronde. Antoine, c'est à toi. Importante parce que c'est une réalité concrète du quotidien en fait, plein de gens, aussi bien le handicap que la dépendance. Et donc on a réuni aujourd'hui Florent Bernard qui représente Crestron, donc je pense que tu pourras nous en dire un tout petit peu plus succinctement sur ce Crestron pour poser le contexte. Stéphane Le Gall qui représente Zenio, fabricant de matériel KNX, je pense tu pourras prendre aussi un peu le temps de nous poser le contexte. Et Grégory Tilleul qui représente Salto, donc fabricant également de solutions de contrôle d'accès. Également un peu de temps pour faire la chose. Donc Florent, en quelques mots, le Crestron. Oui, Crestron, entreprise privée fondée il y a 50 ans. On est basé aux États-Unis et on intervient sur plusieurs marchés. Maintenant, on intervient sur presque tous les marchés qui ont besoin de technologie. Les entreprises, universités, éducation, défense et beaucoup aussi sur le résidentiel, l'hôtellerie et tout ce que l'on considère leisure, donc ça veut dire magasin, salle de sport. Dès qu'il y a besoin finalement de piloter différentes technologies, bien évidemment l'environnement type éclairage occultant, mais aussi beaucoup l'audiovisuel, on a une forte appétence sur l'audiovisuel, on intervient avec nos solutions de contrôle et nos solutions de distribution audio-vidéo. Merci Florent. Donc Zenio, entreprise espagnole qui a 18 ans cette année et qui se développe au niveau international et notamment avec une filiale en France qui prend naissance en fait depuis quelques années maintenant. À titre personnel, je viens d'intégrer la société il y a une semaine. Par contre, les produits Zenio, je les connais depuis une dizaine d'années. Donc, j'avais pour habitude, en tant qu'intégrateur, de proposer notamment cette marque-là auprès de mes clients. Zenio, c'est une entreprise qui propose différents moyens et systèmes en fait, numériques. Sur la partie tertiaire, sur la partie résidentielle et aujourd'hui un gros développement sur la partie hôtellerie également, donc avec pas mal d'interfaçage avec différents acteurs du métier. Donc au-delà de Zenio, un vrai positionnement sur cette table ronde-là en tant qu'intégrateur aussi. Donc, moi je suis parti de la société Salto System, donc on est une société, on est fabricant de systèmes de contrôle d'accès, c'est aussi une société espagnole, comme mon confrère de chez Zenio. Salto existe depuis 25 ans maintenant. On est un gros acteur du marché, on est capable d'équiper en termes de contrôle d'accès tout type de bâtiment, que ça aille du domaine de l'éducation, de la santé, ce sont des domaines où on est très présent, mais également l'administration, le domaine hôtelier où on a des interfaçages justement avec mon confrère. Et du coup on est fabricant et du coup on développe aussi tous nos systèmes et
À l'heure actuelle, on travaille de plus en plus en interfaçage avec d'autres sociétés. On n'est pas à travailler tout seul dans notre coin, en fait. Merci. L'angle qu'on va essayer de donner un petit peu sur cette table ronde, c'est de considérer que handicap et dépendance, en fait, finalement, c'est très proche d'une situation qui peut être handicapante ou dépendante. Typiquement, s'il y a quelques marches d'escalier et qu'on est en mobilité réduite, ben, le fait qu'il y ait un ascenseur va faire que cette dépendance ou ce handicap, cette situation handicapante va être diminuée, enfin améliorée, entre guillemets. De la même façon, du pilotage d'éclairage également. Et donc, l'idée, c'est de se positionner un petit peu en présentant des exemples et puis des cas concrets où la technologie peut être un vrai élément favorisant justement l'indépendance ou de réduire ces situations de handicap et d'aller plus loin par la suite en disant comment ensemble on peut, en mettant notre solution technologique comme un tout, aller encore plus loin. Donc je pense qu'il y a des cas concrets dont tu peux par exemple nous parler, dont on parlera encore par la suite. Oui, alors c'est vrai que Creston, on est très investi nous sur les sujets résidentiels et on a toujours été attentif à la partie expérience utilisateur, interface utilisateur. Cette expérience utilisateur, c'est toujours l'idée de présenter en fait à celui qui va exploiter le lieu l'ergonomie la plus adaptée, la plus simple, mais surtout la plus adaptée possible. Alors c'est vrai que nous on était plutôt sur des esprits de confort, ajouter du confort, le fait de piloter depuis son smartphone, le fait qu'un seul bouton, on n'ait pas un bouton par lumière ou un bouton par store ou un bouton par activité, mais d'avoir un bouton qui, quand on appuie dessus pour quitter la maison, va tout éteindre, tout fermer, éteindre les télés, couper l'audio. Mais c'est plutôt des notions de confort. Et ces dernières années, on a été assez sollicité pour des besoins un petit peu plus humains, où l'idée c'est de non pas ajouter du confort, mais de venir compenser en fait un manque d'ergonomie, un manque de mécanique, que ce soit à cause de problèmes de vue, de problèmes mécaniques, d'utilisation de ses membres, de problèmes de mobilité, et de compenser ce manque-là par de la technologie pour rendre accessibles même les choses les plus bêtes auxquelles la plupart d'entre nous ont accès, sans même ajouter de la technologie. Effectivement, juste allumer et éteindre la lumière, qui est vraiment un geste anodin que l'on fait tous les jours, qui est accessible pour la majorité d'entre nous, et du coup ne l'est pas pour quelqu'un qui est diminué. Et de rajouter la possibilité d'allumer et éteindre la lumière juste sur une détection, juste sur une commande vocale ou juste avec ses yeux en contrôlant un smartphone ou en regardant quelque part dans la pièce, ça redonne tout de suite une autonomie à cette personne-là et ça rajoute forcément, et ça vient en fait compenser ce manque lié à un handicap ou lié à un problème de mobilité. On a eu une expérience récente avec un collègue qui est atteint de la maladie de Charcot, notre collègue Christophe Malceau, et qui s'est investi auprès de l'association ARSSLA dont on parlera tout à l'heure. Et donc on a, mais comme beaucoup d'entreprises, vous savez, font l'effort d'aller faire, pour par exemple les fabricants automobiles, des concept cars. Parce que même si ce véhicule, ce concept car ne sera jamais commercialisé, l'idée d'aller faire un concept, c'est l'idée de pousser la technologie, de pousser les idées, de pousser le développement, l'innovation le plus loin possible, de manière à voir jusqu'où on est capable d'aller et de récupérer aussi de l'expérience de ce développement-là, de ce concept-là, de cette concept car-là, pour peut-être apporter quelques bonnes idées, apporter quelques fonctions, améliorations aux produits habituellement vendus ou un produit, disons, industrialisé. Et via ce partenariat avec la RSSLA que l'on a fait, on a découvert que même si pendant des années on essayait d'apporter de l'ergonomie, de l'expérience utilisateur, il y a en fait tout un monde de fonctions, tout un monde de possibilités techniques, d'amélioration qui sont possibles, de personnalisation possible. Et dans les bureaux de la RSSLA, on a installé quelques produits qui permettent en fait à quelqu'un qui ne peut pas utiliser ses membres de contrôler la lumière, l'audio et de simplement changer de chaîne sur sa télé, quelque chose qui est vraiment basique. Mais quand vous êtes dépendant de quelqu'un, d'un aidant pour juste demander à zapper sur la télé, c'est vraiment handicapant. Et de retrouver en fait cette autonomie-là, que la personne n'ait pas besoin d'appeler quelqu'un juste pour zapper sur sa télé, ça apporte quand même, forcément beaucoup plus d'intérêt, d'utilité sociale, et ça nous a appris beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qu'on peut apporter aussi dans nos produits habituellement proposés aux intégrateurs, même si ce n'était qu'un concept. On va tirer de ça quelques expériences et quelques améliorations. Voilà. Donc si on comprend bien, il y a une vraie prise de conscience chez un fabricant comme Crestron qui était
au départ orienté sur des fonctions de confort, sur du plus, pas forcément vraiment utile sur ce genre de cas d'usage-là, et une prise de conscience qui est aussi bien en tant que fabricant qu'en tant qu'humain finalement, que ces questions-là sont importantes et doivent être traitées. Est-ce qu'en tant qu'intégrateur, au-delà de Zenio, mais en tant qu'intégrateur, c'est quelque chose qui a été perçu ces dernières années, comme on voit aujourd'hui, quand on doit aller prendre l'avion, si on a un problème de mobilité, on va tout de suite pouvoir être accueilli, avoir une chaise roulante jusqu'à sa place d'avion. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a peut-être encore 10 ans. Est-ce que sur le terrain, en tant qu'intégrateur, c'est aussi une prise de conscience ou des demandes qui allaient être remontées en fait? Ouais, je confirme, c'est une demande qui augmente énormément, notamment par rapport au maintien à domicile et la population vieillissante. On parle beaucoup de bien vieillir aussi. Et en fait, il y a énormément de demandes puisque les gens aujourd'hui souhaitent vraiment rester dans leur confort et leur chez eux. Et donc, il y a une véritable demande pour justement optimiser le maximum de choses. Et moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, parce que c'est vrai que, comme on le disait en introduction, il y a un véritable intérêt en fait, à participer à ce genre de projet pour les personnes en situation de handicap ou de dépendance, en fait. Et en fait, moi, j'ai eu donc la chance d'avoir quelques projets, notamment avec des personnes en situation de handicap. Et le fait de pouvoir proposer des solutions qui permettent, comme tu le disais, en fait, d'améliorer le quotidien ou en tous les cas de le rendre plus facile, plus accessible, en fait, on trouve vraiment des solutions techniques qui sont notamment motivées par les besoins du client, mais aussi sur le rapport avec les ergothérapeutes. Ils ont un rôle hyper important puisqu'en fait la personne qui est sensibilisée ou du moins qui a des besoins va donner ses besoins, ses manques en fait au quotidien sans forcément penser à autre chose. Et l'ergothérapeute justement, il est là pour voir l'ensemble des besoins et comment ça s'assimile par rapport à tout ça. Des exemples concrets, c'est l'appel sur un vidéoportier où la personne est dans son salon. Ce qui peut être intéressant, c'est de projeter directement la vidéo du portier sur l'écran de télé qu'il est en train de regarder. Donc effectivement, c'est des petites choses comme ça qui paraissent technologiquement peu intéressantes pour le commun des mortels, mais qui finalement peut servir à tout le monde. Qui ne laissera pas du plus, mais... Exactement, ouais. Ce qui évite certains mouvements qui peuvent être compliqués. Sur cette dimension-là, je pense qu'en parlant de personnes âgées dépendantes, maintien à domicile, des fois on n'y arrive plus et on va vers des établissements type EHPAD ou résidence senior, où le fait que le collectif soit une réalité impose qu'il y ait des questions en termes de sécurité. Et je pense que c'est intéressant, peut-être que tu nous évoques un petit peu comment Salto gère cette partie-là. Il y a différents cas possibles, mais par rapport à l'accessibilité, notamment des personnes, ne serait-ce que chez elles, il y a des solutions qui existent parce que justement une personne, le fait de tourner ne serait-ce qu'une clé dans sa serrure, ça peut être compliqué pour elle. Des solutions qui ont été développées avec des partenariats avec d'autres industriels pour l'arrivée devant la porte et la porte va s'ouvrir toute seule. Ça peut paraître basique en fait pour une personne de pouvoir tourner la clé dans sa serrure et d'ouvrir la porte avec la poignée, mais pour certaines personnes, c'est très compliqué. Et donc, il y a de plus en plus de demandes de développement pour accompagner. Pareil, pour savoir des personnes qui sont assistées, de savoir qui peut venir et quand est-ce qu'elle peut venir aussi. Il y a des solutions qui sont développées pour donner des droits à des personnes extérieures, des intervenants médicaux, de savoir qui a droit d'y aller voir des personnes dépendantes à n'importe quand, parce qu'il y a des besoins, mais pas, pour des questions de sécurité aussi au niveau de la personne. Donc il y a des solutions qui sont développées en fait, dans ce cadre-là. Par rapport à tout ce qui est domaine aussi dans les EHPAD, à l'heure actuelle, il y a un gros travail, une grosse demande en fait, qui existe sur la partie notamment Alzheimer, sur des personnes qui, là ce sont d'autres problèmes on va dire de santé, sur des personnes qui n'ont pas la lucidité en permanence et donc un accompagnement de ces personnes-là pour entrer ne serait-ce que dans leur chambre. Il y a beaucoup de personnes, donc personnes désorientées, des personnes qui peuvent aller d'une chambre à l'autre et malheureusement ça cause énormément de problèmes en fait sur ce type d'établissement. Par rapport à ça, on développe des solutions où la personne arrive devant sa porte et il n'y a qu'elle qui va ouvrir sa porte, ainsi que le corps médical bien sûr, afin de pouvoir que ce soit simple, parce que des actions comme ne serait-ce que d'ouvrir la porte, ne serait-ce que badger sur sa porte, pour certaines personnes c'est très compliqué et on essaye de rendre
que ce soit le plus autonome possible, qu'il y ait le minimum d'action pour les personnes et vraiment que ce soit au niveau, on parle aussi de la sécurité en fait, de la personne pour accéder à son espace personnel. Sur les échanges, c'est vrai que finalement il y a déjà une vraie réflexion, typiquement chez un acteur comme Crestron, dont c'est le métier, de dire que les éléments doivent pouvoir interagir ensemble. Sur ces cas d'usage-là, je pense que vous pouvez avoir des exemples concrets où finalement, on disait tout à l'heure juste en off que ça a l'air de rien, mais pouvoir piloter l'audio et la lumière et peut-être le contrôle d'accès avec une intelligence commune, c'est d'un vrai intérêt, pas uniquement pour se faciliter la vie en tant que personne dans un canapé qui pourrait faire autrement, mais où ça peut être essentiel. C'est vrai que dans notre cas, on profite de l'expérience Crestron de 50 ans, qui est cet esprit d'avoir un automate en fait, centralisé dans lequel on récupère les commandes venant de l'utilisateur, les interfaces type clavier, écran tactile, détecteur, mais aussi commandes vocales et autres outils d'accessibilité. Typiquement, on travaille avec un fabricant qui s'appelle Tobii, qui en fait analyse le regard et où les yeux sont portés et qui vont nous permettre en fait de générer des actions en fonction de ça. Donc, en fonction de où est porté le regard et quelles actions sont menées avec les yeux, on saura interpréter ça et générer des actions derrière. Et en fait, le fait d'avoir un automate centralisé, c'est notre méthode, fait qu'on récupère toutes ces instructions et qu'après, on vient commander les différents équipements. Les équipements d'éclairage, de store, l'audio-vidéo, mais aussi tout ce qui est sécurité. On a des bonnes intégrations avec le KNX, des bonnes intégrations avec Salto. Et ben on sait faire ce lien entre des produits qui, par défaut, n'étaient pas forcément amenés à communiquer entre eux. Typiquement, on a un cas d'usage qui est utilisé par des seniors, vous savez, ces capteurs de chute qui viennent automatiquement faire une alerte dans le cas où il y a une chute. Bah, ce produit a été pensé d'abord pour faire une alerte en cas de chute. Et il a été pensé d'ailleurs que pour ça. Mais vu qu'il a un API, qu'il est communicant, on peut l'intégrer dans un système avec un automate programmable et dire bah, s'il y a une chute, bien évidemment il y a l'alerte, le produit fonctionne comme il est prévu, mais on vient aussi dire bah, pour éviter que la personne reste dans le noir, on vient allumer un peu les lumières. S'il y avait une télé démarrée, on vient couper l'audio pour être sûr que si cette personne parle ou appelle à l'aide, on puisse l'entendre, vous voyez. Pourquoi ? Parce qu'on a désiloté ces actions-là. La télé, l'audio sont des produits à part entière, mais ils sont pilotables. Le système de capteur de chute est un produit à part entière, mais il est pilotable, et on arrive à créer du lien et à désiloter ces équipements. Donc c'est un cas d'usage parmi d'autres, mais que l'on va peut-être utiliser que ponctuellement dans certains cas, mais ça reste intéressant de savoir que ces produits, parce qu'ils ont des API, sont ouverts, et parce qu'il existe, comme Crestron, des produits programmables avec des automates programmables centralisés, on peut créer ce lien-là entre les produits. Et c'est un sujet particulièrement intéressant dans cette table ronde-là, parce qu'on se rend compte qu'en fait, des systèmes qui vont très très bien faire leur boulot, comme allumer une lampe, ouvrir un store, qui sont faits pour et bien pensés, ou permettre l'ouverture de portes, ou une télévision entre guillemets avec laquelle on peut interagir, prises séparément font leur job, mais le faire pour rendre le service le métier d'intégrateur, c'est-à-dire c'est ça, prendre un signal et en faire quelque chose, c'est une question clé, et ça veut dire que globalement, un fabricant comme Zenio par exemple se base sur KNX, et il y a une vraie importance à faire des choses les plus interopérables possibles pour éviter d'avoir un travail trop complexe à l'intégration. Comment, aussi bien en tant qu'intégrateur que fabricant, tu peux parler de cette dimension d'interopérabilité du... Ben, en fait, comme tu le disais, faut prendre chaque système par sa fonction, par son usage, en fait, et agréger, mais en fonction des besoins. Il ne faut pas non plus que ça rentre dans une usine à gaz, enfin que ce soit une usine à gaz. Il faut rester très simple, il faut rester sur des méthodes très simples et compréhensibles aussi, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un utilisateur qui se pose la question « Ah, et si je fais ça, alors ça va faire ça, ça. » Enfin non, c'est juste pas possible. Moi, en tant qu'intégrateur, donc je prends ma casquette intégrateur en fait, et je vais parler notamment du contrôle d'accès. En fonction du type d'entrée ou du moins de la personne qui va rentrer dans la maison et ses droits d'accès, on va récupérer une information, et ça reste que du câblage, hein. On va récupérer une information pour savoir quel utilisateur est rentré, et en fonction de l'utilisateur, on va pouvoir déclencher des scénarios grâce à une supervision, grâce à des fonctions logiques, enfin pas mal de choses comme ça, et ça va largement simplifier la chose. Un badge ou un code, ça va ouvrir le portail, donc là on est directement avec la partie motorisation, mais ça va aussi baliser l'éclairage au niveau des extérieurs, ça va peut-être aussi ouvrir la porte d'entrée motorisée, donc on peut faire énormément de choses simples, mais qu'on peut activer et qu'on peut faire activer pour plusieurs en fait, fonctions pour l'utilisateur. Salto a récemment vraiment
eu une évolution sur cette dimension-là, notamment sur la partie cloud, pour s'ouvrir et permettre des intégrations de ce type-là plus facilement que sur des dimensions logicielles en dur? Oui, alors, puisque le cloud à l'heure actuelle se développe de plus en plus, on a des solutions cloud parce que l'hébergement d'un logiciel n'est pas tout le temps facile chez le client, ça engrange serveur, donc les solutions cloud sont de plus en plus demandées et avec ces solutions cloud on peut facilement discuter avec d'autres applications, que ce soit même de la vidéosurveillance, de l'interphonie, qui fait qu'avec une seule application, vous êtes capable de tout piloter plutôt que d'avoir une application pour ouvrir la porte avec mon téléphone, une application pour gérer l'interphonie, une application pour voir ce qui se passe en termes de vidéo. Et du coup, il y a beaucoup on discute avec d'autres intervenants pour qu'il n'y ait qu'une seule plateforme pour pouvoir tout gérer au niveau global. Avec des gens comme Zenio, on travaille dans différents domaines, comme le domaine aussi de l'hôtellerie par exemple, mais le déclenchement de scénarios se fait très facilement en juste badgeant sur la porte et du coup derrière ça va enchaîner sur un scénario qui est demandé par rapport à l'environnement en fait, du lieu, de la chambre, du résident. Et donc, domaine hôtelier, ça a certaines fonctions, mais on le fait aussi dans des EHPAD, puisque ça va engendrer au niveau éclairage, au niveau même d'autres fonctionnalités qui peuvent s'enclencher. Je reboucle un peu, je l'avais noté, c'est vachement intéressant. Tu disais qu'on trouve dans les gens qui communiquent des besoins, pas uniquement l'utilisateur final ou la personne, mais un ergothérapeute, un intervenant. Là, on vient d'entendre aussi que finalement, le fait de déporter un peu l'intelligence dans des solutions plus globales et plus accessibles à un nombre important d'utilisateurs fait qu'on va réussir à impliquer plus largement des gens qui n'auraient pas été forcément impliqués au début. Comment c'est perçu, par exemple, est-ce que c'est perçu chez Crestron de voir que, comme tu le disais, finalement, on va aller dans un associatif parce qu'il y a eu une opportunité de quelqu'un qui était malade et qui a dit il faut aller vers ça. Mais est-ce qu'on voit dans les domaines de la technologie arriver des acteurs qui n'étaient pas forcément présents parce qu'aujourd'hui tout le monde se met à communiquer beaucoup plus grâce à LinkedIn ou ce genre de choses-là. Est-ce que cette dimension un petit peu réseau, c'est le cloud qui m'a fait penser à ça, mais est-ce que cette dimension réseau qu'on trouve entre nous, elle fait qu'on a des acteurs qui vont être pertinemment plus présents dans ce bien entendu? Alors ça dépend un peu des sujets. On va retrouver, c'est plutôt dans les applications résidentielles, souvent c'est le premier contact, c'est l'utilisateur. Donc qu'il soit juste âgé, un petit peu diminué ou qu'il soit vraiment dépendant malade, c'est d'abord lui qui vient en fait avec qui on vient discuter pour comprendre ses besoins, ses usages et puis aussi quel handicap ou quelle difficulté il a pour venir adapter. Mais c'est vrai que dans certains cas, et notamment c'était dans le cas avec la RSSLA, on a parlé avec l'ergothérapeute qui nous donne beaucoup de conseils et beaucoup d'idées et c'est souvent en fait les plus générales, c'est-à-dire celles qui, tiens, c'est bête, pourquoi vous ne faites pas ça? Déjà, ça répondra à un besoin très immédiat et très global, peut-être moins personnalisé, mais plus global. J'ai un autre cas d'usage, par exemple, on discute beaucoup avec les hôteliers, les groupes hôteliers, qui ont en fait une obligation d'avoir quelques chambres PMR, mais qui en réalité aujourd'hui, dans les normes PMR, ce sont surtout des normes en fait, de dimension, de taille, de salle de bain, d'accessibilité, mais disons en termes de mobilité, mais pas en termes de technologie, en termes de pilotage. Et eux vont nous demander en fait vous nous demandez des propositions, vous vont avoir aussi des idées, mais elles sont très générales parce qu'on ne sait jamais dans cette chambre PMR quel va être exactement le handicap ou la dépendance de la personne qui va utiliser la chambre. L'accessibilité ne doit pas se limiter à la mobilité, mais aussi à d'autres situations. À d'autres situations, et puis elle doit être assez générale pour essayer de répondre à un maximum de dépendance ou un maximum d'handicap. C'est toi qui avais un peu lancé cette question autour de l'ergothérapeute et c'est vraiment intéressant. Est-ce que, en tant que fabricant, il y a aussi une volonté d'aller vers ces instances? Alors c'est sûr que sur la partie accessibilité, en tout cas en France, elles sont présentes les instances parce que les unités de passage, ça peut être contraignant d'un point de vue architectural, la question de déclalement. Mais est-ce qu'il y a une volonté en tout cas de dire on a les oreilles grandes ouvertes parce que c'est
entre guillemets, pas uniquement un marché, mais une responsabilité? C'est obligatoire. C'est obligatoire parce qu'il faut répondre à la demande. Et aujourd'hui, ce sont eux les sachants. C'est eux qui vont nous donner les informations pour savoir ce que l'on doit faire. Donc c'est obligatoire de travailler avec ces instances, de les écouter. Et d'un point de vue fabricant, aujourd'hui, on fabrique aussi du matériel qui doit répondre à tout ça. Donc forcément, on a tout intérêt à les écouter et à être aussi conseil auprès d'eux pour savoir ce qu'il est possible de faire. Par exemple, dans le cas des EHPAD dont on parlait tout à l'heure et votre partenariat avec les appels malades, évidemment, je pense que la place du soignant ou en tout cas du gestionnaire de l'EHPAD est cruciale dans la remontée de besoins. C'est pas uniquement un positionnement vers le malade qui finalement parfois a perdu la tête, mais plutôt... Ils ont aussi des besoins. En fait, on écoute aussi par rapport aux besoins qu'eux vont avoir au niveau d'action sur notre matériel et le fait que à l'heure actuelle, tout doit communiquer le plus facilement possible pour que ce soit complètement natif. Il y a des résidents dans un EHPAD autre que la partie Alzheimer dont j'ai cité, c'est d'avoir tout sur leur montre pour les appels malades, pardon, ainsi que justement avoir une montre qui permet aussi d'ouvrir sa porte. Ça, ce sont des choses qui sont demandées. De pouvoir, même pour un soignant, de pouvoir ouvrir la porte facilement depuis le PC, dire ce résident-là est devant sa porte, hop, je vais lui ouvrir la porte depuis le PC, ou de libérer toutes les portes pour une raison X ou Y. Tout ça, ce sont des choses qui nous sont demandées en fait, et on est à l'écoute par rapport à un acteur de la santé les demandes sont différentes et au fur et à mesure en fait, on essaie d'écouter pour répondre au mieux à leurs besoins en fait, au quotidien, pour leur faciliter la vie, pour faciliter pour un soignant de pouvoir avoir plus de temps pour pouvoir ouvrir les portes, pour pouvoir les manipuler parce que il a un chariot à devoir rentrer. Ça, c'est des choses qui nous sont demandées. Toutes ces petites demandes en fait, et on ne travaille plus, comme je l'ai dit, tout seul dans notre coin. On va essayer de travailler en plus avec les autres acteurs pour que ça facilite la vie au quotidien du personnel aussi encadrant. Là, si on reformule un peu tout ce qu'on a dit, c'est que globalement, il y a une vraie prise de conscience au-delà d'un marché de besoins auxquels on s'adresse, et que cette façon de s'adresser, elle n'est pas silotée. Il y a une dimension de partenariat qui se monte. Il y a des partenariats entre Salto et Zenio. Il y a une vraie capacité à aller chercher du KNX ou plein de choses chez Crestron. Et surtout, et ça c'était intéressant parce que ça a émergé au cours de la discussion, il y a aussi le fait d'impliquer des acteurs sachants et potentiellement qui peuvent orienter des décisions. Comment on fait, pour clôturer un peu ça, pour réussir à faire en sorte que dès la conception, dès le montage des projets, on arrive à mettre suffisamment d'intelligence et suffisamment de communication dans le montage du projet pour que ça se passe bien, parce que là, tous autour de la table, on sait que finalement c'est parfois là où ça pêche, c'est que au final, tel ou tel besoin n'avait pas été bien exprimé et donc n'avait pas satisfait au final. Donc comment on fait entre fabricants, intégrateurs, concepteurs pour s'assurer que les besoins soient pris au sens large, en allant même jusqu'à faire participer un ergothérapeute ou un médecin à des décisions. C'est vrai que ce sont des nouveaux acteurs. On a l'habitude de travailler avec notamment des consultants, des bureaux d'études pour les projets traditionnels, résidentiels ou tertiaires. Là, on a d'autres acteurs qui peuvent rentrer en jeu. Et déjà, c'est souvent plus eux qui sont en attente et à la demande. Donc, c'est pas difficile en fait d'aller leur proposer des solutions. Il y a quand même un challenge qui est de pouvoir concrétiser ça de manière un petit peu, disons, marketée, présentée, parce que c'est facile de dire que tout est possible, que tout peut être programmé, tout peut être aménagé, mais pour les intervenants entre les fabricants et l'utilisateur final, ces ergothérapeutes, ces bureaux d'études et les intégrateurs surtout, il y a un travail à faire. Je pense que c'est plutôt côté fabricant et on a engagé ça chez Crestron ces dernières années, qui est de marketer, de présenter
présenter sous forme de schéma, de présenter sous forme de showroom aussi, comme on l'a fait à RSSA, pour montrer que c'est possible, montrer comment on l'a fait et comment on a fait, et de le mettre à l'écrit, de le mettre sur document. Ça permet à tous les intervenants entre deux, et notamment aux intégrateurs, de pouvoir en parler plus facilement, d'avoir de manière très technique concrétiser sur des documents comment tout cela peut être arrangé, aménagé, et du coup de rassurer et de plus facilement en parler et de proposer. Donc si je reformule, il faut mobiliser autour d'une démarche de prototypage, de vraie mise en situation par rapport à la demande initiale, puis documenter pour que ça devienne politique marché, quoi. Ouais. Je rajoute qu'on a... Parce que bon, forcément, c'est un sujet qui touche beaucoup à l'humain, donc on a l'habitude de dire que c'est facile pour nous de parler du côté humain, de tous ces cas d'usage en fait qui vont les aider. Mais je pense que c'est pas vulgaire de parler aussi d'opportunités, d'affaires et de qu'est-ce que ça peut apporter dans nos métiers, puisqu'on reste des entreprises qui doivent rester économiquement viables et qui vont investir s'il y a potentiellement un retour financier. Et on a fait du coup l'exercice de vérifier si ces sujets étaient intéressants et économiquement viables. Et on se rend compte qu'il est prévu que pour 2050, environ 22 millions de Français et plus de 60 ans, on dépassera les 30% de la population française. Et cette population-là, en 2050, qui aura plus de 60 ans, c'est beaucoup d'entre nous aujourd'hui, qui ont grandi avec la technologie. On voit de la technologie partout, les applications, de plus en plus de domotique. Mais aujourd'hui, avec le prisme vraiment du confort, du côté un peu geek, gadget, où on aime ça, ça nous plaît, c'est vraiment ce côté technologique confort. Mais qu'est-ce qu'on attendra de cette technologie après 60 ans ? Et ça, c'est fascinant déjà qu'il y en a pas mal d'entre nous qui ont du mal à sortir du canapé quand tout va bien. Qu'est-ce que ça sert ? Exactement, je suis d'accord. Et donc, potentiellement, nous, mais aussi tous les autres, ces 22 millions de Français, on est potentiellement des gens pour du résidentiel ou pour des résidences seniors, des gens qui seraient intéressés pour avoir de la technologie juste pour l'accessibilité. J'espère qu'on ne sera pas tous malades et dépendants, je ne le souhaite pas, mais au moins juste que cette technologie ne serve plus le confort, mais peut-être un peu plus l'accessibilité et l'ergonomie. Je propose c'est de nous laisser un peu de temps si vous avez des questions, des remarques, rebondir, creuser le sujet. N'hésitez pas, même les étudiants dans la salle, je pense que vous avez peut-être un retour, ou étudiants ou jeunes générations qui seront pires que nous avec leur smartphone dans le canapé. En parlant fort. Non, c'est bien, Mathieu. J'ai juste une question. Vous avez parlé avant sur la technologie, enfin un peu import quelque chose avec juste du regard. Je veux bien savoir ce qu'il y a derrière la technologie qui... Alors, on travaille avec un fabricant qui s'appelle Tobii, T-O-B-I-I. Alors, ils font essentiellement des capteurs à la base que l'on installe sur les tablettes ou sur les ordinateurs pour contrôler, en fait, naviguer sur son écran, sa tablette ou son écran avec directement les yeux. Mais l'idée, c'est de pousser un petit peu plus loin et de pouvoir aussi non pas porter ce capteur juste pour naviguer sur un écran, mais récupérer où on regarde dans son espace, dans sa pièce. Et donc on a engagé avec eux quelques échanges techniques, ils travaillent sur ces sujets-là. L'idée c'est potentiellement à terme, alors on y travaille, mais de pouvoir vérifier où regarde la personne dans la pièce et qu'est-ce qu'elle fait avec les yeux, comme elle le fait pour naviguer sur son écran, d'en récupérer les instructions pour la pièce et de pouvoir, pourquoi pas, générer des actions comme allumer une lumière en fonction de là où on regarde, fermer un store en fonction de là où on regarde. Ouais. Donc on en est à l'étape de prototype, c'est du développement, mais je pense que ce sont des choses intéressantes à terme. Tout le monde, ça a été motivé notamment parce que dans la maladie de Charcot, tout le monde, certains patients, certains malades perdent la voix. Donc ils n'ont ni la voix ni les mains, ils n'ont plus que les yeux en fait pour contrôler leur environnement. Aujourd'hui, ils y arrivent avec une application dédiée que l'on fait sur tablette où ils naviguent sur la tablette avec leurs yeux, ils peuvent cligner et effectuer des commandes. Mais pourquoi pas le faire à l'échelle de la pièce plutôt que juste de la tablette. Ouais. Et c'est super intéressant, juste je me permets de rebondir sur ce que tu as dit dans le contexte de là où on se trouve à Istic, parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une période où la place de la machine informatique, de l'analyse d'image par l'IA, c'est un grand mot l'IA, va permettre énormément d'usages.
Et c'est ici, dans ce genre de lieu, que vous pouvez expérimenter. En fait, il y a à dispo un tas de modèles open source ouverts qui vont vous permettre d'expérimenter. Et je pense que c'est ici, c'est dans ce genre de lieu universitaire, Creusot de recherche et développement, en partenariat avec des fabricants et des intégrateurs, qui vont dire, bah, tiens, là on a un besoin. Vous, en tant qu'étudiant, c'est difficile de percevoir les besoins du terrain. Des fois, en tant que fabricant, on n'a pas la force technologique ou les moyens de mettre à la recherche. Et ici, dans ce genre de lieu, je pense qu'il y a vraiment un potentiel d'expérimentation autour de briques qui sont en fait accessibles, open source, et en plus vous avez là, je pense, en plus la possibilité d'aller vers des fabricants et de dire, bah, tiens, nous on aimerait bien mettre un lab avec tel ou tel équipement, tel. Enfin, profitez-en aussi de journées comme aujourd'hui pour créer du lien et de venir voir les fabricants et de dire, tiens, bah, nous on aimerait expérimenter là-dessus, comment on peut faire pour bosser ensemble. Alors là, je me permettais de réagir parce que c'est des choses que je pousse à Strasbourg. Merci beaucoup.